Nous avons été sensibles aux cris de détresse d'une enseignante non-voyante à qui a été retiré l'allègement d'horaire dont elle bénéficiait depuis ses premières années d'exercice. Depuis des mois, elle ne peut plus exercer son métier normalement et elle vit une situation extrêmement difficile du fait de son handicap. Malgré les pétitions lancées par des enseignants et des lycéens, malgré les courriers envoyés à la ministre de l'Éducation nationale et au rectorat de l'Académie de Versailles, malgré le recours déposé au tribunal administratif, rien n'a changé. Elle a accepté de venir témoigner de sa situation au Figaro. Bonjour Pascaline Ansréfior. Bonjour Charlotte Barillon. Merci d'avoir accepté de vous déplacer jusqu'à nous. Merci à vous. Vous êtes professeur certifié et vous enseignez la philosophie dans un lycée de Saint-Germain-en-Laye. Vous y préparez les élèves de terminale au baccalauréat. Depuis combien de temps vous exercez ce métier d'enseignante ? Depuis 2008. Depuis 2008, donc ça fait près de 10 ans. Je le précisais au début de cet entretien, vous êtes non-voyante et vous souffrez donc d'un handicap visuel définitif de nature génétique qui est très invalidant. Comment ce handicap, jusqu'à présent, vous contraint-il dans vos tâches professionnelles? Est-ce que vous avez besoin, par exemple, d'une assistante ? Alors, effectivement, oui. Je dirais que le handicap, de façon générale, génère une lenteur, une plus grande fatigabilité et, nécessite donc, pour que la personne puisse s'insérer en milieu ordinaire de travail, un aménagement de poste. Donc cet aménagement, en ce qui me concerne, se compose de 3 facteurs. J'ai besoin d'une aide humaine, d'une assistante. On parle d'AESH, c'est une assistante d'éducation qui est l'équivalente de l'AVS, oui, l'assistante vie scolaire pour les élèves. J'ai besoin également d'un allègement horaire, c'est-à-dire que le professeur déficient visuel est chargé d'une quantité d'heures de cours moindre dans la semaine par rapport à ce que font ses collègues. Et puis j'ai besoin également d'un poste informatique adapté. Alors, si vous le permettez, je voudrais dire un mot de ce qui compose le métier de l'enseignement. Un enseignant, tout d'abord, fait cours. Donc, il fait cours tout en surveillant les élèves, tout en gérant sa classe. Et après donc, ces heures de cours, il doit corriger des copies et rédiger des corrigés. Cette correction de copies prend beaucoup de temps. Il faut compter un paquet, voire 2 par semaine dans les périodes d'urgence. Un paquet, donc, c'est l'équivalent de 30 à 36 devoirs par semaine. C'est ce qui correspond à l'effectif des élèves que nous avons aujourd'hui, en sachant que en philosophie, le professeur non handicapé a besoin d'une vingtaine de minutes en moyenne pour corriger une copie. Et donc, ça nous ramène à 3 à 4, voire 5 demi-journées par semaine. À cela, il faut rajouter le temps de rédaction des corrigés qui prend une demi-journée, 3 à 4 heures. Et avant le cours, pour qu'il puisse faire cours, il y a tout un travail de documentation à faire, des lectures, des recherches, et ensuite la rédaction du cours. Il faut compter pour 1 heure de cours, 1 heure de préparation, je dirais, en moyenne, au minimum, 1 heure de préparation minimum. Et à côté de ces tâches qui constituent le cœur de son métier, il faut compter d'autres tâches complémentaires, je dirais, à savoir la préparation des bulletins, le fait d'assister au conseil de classe, les réunions pédagogiques, la rencontre des parents, des élèves, etc. Donc dans votre cas, oui, tous les chiffres que vous donnez sont amplifiés, j'imagine, du fait de votre handicap, puisque vous devez vous faire lire les copies des élèves, j'imagine. Absolument. Donc tout ça prend énormément de temps. Oui. Vous le disiez, vos premières années, elles ont été, vous avez bénéficié d'un allègement horaire. On va préciser, c'était 12 heures de présence devant la classe hebdomadaire, au lieu des 18 heures imposées et exigées pour les personnes, on va dire, valides. Depuis combien de temps on vous impose maintenant de passer à 18 heures au lieu des 12 que vous faisiez jusqu'à présent ? Depuis cette année scolaire, depuis le mois de septembre, donc 2016,
Alors, cette suppression de l'allègement a été décidée oui, on se demande depuis pourquoi on vous impose de ne plus bénéficier de cet allègement. Oui. Écoutez, je crois qu'aucune personne sensée ne peut se l'expliquer. La logique du rectorat est budgétaire, je dirais, c'est-à-dire que le rectorat considère que l'allègement n'est pas un droit, mais une faveur exceptionnelle qui est accordée aux professeurs travailleurs handicapés au début de sa carrière, et que cet allègement doit donner place, doit aboutir au bout de quelques années à un temps partiel de droit auquel le rectorat contraint le travailleur handicapé, un temps partiel de droit que la plupart d'entre nous vient à prendre nécessairement, puisque nous ne pouvons pas assumer le temps plein, et le rectorat le sait parfaitement. Simplement, cette mesure est moins coûteuse pour le rectorat. Le temps partiel de droit est moins coûteux. Ça veut dire que c'est insidieux, en fait. Finalement, en définitive, la personne handicapée va d'elle-même prendre un mi-temps. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Et donc, vous parliez de bénéfices budgétaires pour le ministère de l'Éducation nationale. C'est ça, à terme, qu'il souhaite voir arriver? C'est ce qu'il souhaite, et c'est ce qui s'est passé pour d'autres collègues. Vous avez connaissance d'autres collègues à qui, absolument, insidieusement, on les a fait basculer vers le mi-temps, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Oui. Et parce qu'on les contraignait à faire 18 heures au lieu de 12. Oui, mais derrière tout ça, on s'interroge, parce que dans votre cas, votre handicap est irréversible, donc vous n'aurez pas d'évolution positive de votre handicap. On a l'impression que la politique du ministère et des textes, c'est de dire, finalement, on démarre sa carrière, on est handicapé, mais on s'y habitue, on sait comment marche après sa profession en tant qu'handicapé, et donc on imagine que... à terme, au bout d'un X années, vous êtes censé avoir apprivoisé votre environnement et donc pouvoir travailler comme une personne valide. C'est ça le raisonnement en arrière-plan? Oui, je pense tout d'abord qu'il y a une méconnaissance du handicap parce qu'il n'y a jamais eu d'études de terrain, c'est-à-dire qu'à aucun moment la médecine du travail, à aucun moment il n'y a eu d'analyse concrète des conditions matérielles d'exercice. Et là, vous parlez du cas par cas. Pour chaque enseignant invalide ou handicapé, il n'y a pas d'études sur le terrain, d'analyse sur le terrain d'une personne qui se déplacerait, un représentant ou du rectorat ou du ministère, pour dire cette personne enseigne avec tel handicap, il faut lui aménager les horaires pour elle de cette façon-là. Il n'y a pas de cas par cas, de prise en compte du cas par cas, c'est ça que vous voulez dire? C'est ce que je veux dire, effectivement. Il n'y a pas d'études précises de terrain. Vous voyez, si par exemple... alors, il y a une méconnaissance du handicap, et par ailleurs, il y a une méconnaissance de l'enseignement. Parce que l'argument qui m'a été avancé, c'est celui-ci: vos cours sont déjà préparés depuis quelques années. Or, un enseignant a besoin de lire en permanence, de revisiter ses cours, de les enrichir. Donc, ce travail de rédaction est infini. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, que si j'avais eu un autre handicap, ou bien si, étant déficiente visuelle, j'avais eu à exercer un autre emploi au sein de l'Éducation nationale, si j'occupais, par exemple, un poste d'employé administratif, peut-être que j'aurais eu besoin d'un allègement moindre, ou que je n'aurais pas eu besoin d'allègement du tout. C'est-à-dire qu'en principe, il devrait y avoir, la révision de l'allègement devrait tenir compte du rapport qu'il y a entre la nature du handicap et le contenu du poste. Il se trouve que pour enseigner, par rapport à l'enseignement, la cécité a un impact non négligeable, important sur mon métier, ce qui implique, en dehors de l'assistante, en sachant qu'il y a eu des périodes où j'ai dû travailler sans assistante, donc en dehors de l'assistante et du poste informatique, que je n'ai acquis
que cette année, depuis septembre. En dehors de ces deux éléments-là, il faut impérativement un allègement horaire, parce qu'en fait, l'allègement correspond à ce que l'on appelle, lorsqu'il s'agit des jeunes, un tiers-temps supplémentaire. Voyez, ce tiers-temps, l'allègement, de la même manière que le tiers-temps supplémentaire, a pour but de compenser la lenteur inhérente au handicap. Et je renvoie là, je pense là, à la définition juridique du handicap, qui entraîne nécessairement une lenteur et une perte d'autonomie qui peut être partielle ou totale. Dans mon cas, elle est partielle. Mais donc, j'ai besoin de ces trois éléments: l'assistante, du matériel informatique et de l'allègement, pour pouvoir compenser cette défaillance. Donc, dans le cas des jeunes, par exemple, dans le cas des élèves, on maintient le tiers-temps. Ça ne viendrait à l'idée de personne de le remettre en cause. Donc, on a l'air de considérer comme légal et légitime, dans un cas, ce que l'on considère, ce que l'on retire aux adultes dans un autre cas. Est-ce que vous aviez été informée, Pascaline, au début de votre carrière, que cet allègement horaire serait supprimé? Alors, j'ai rencontré le médecin du travail une fois par an depuis que j'exerce, et elle ne m'a jamais informée oralement du fait que cet allègement pouvait être remis en cause à un moment donné en ce qui concerne les travailleurs handicapés. Ce que je sais, c'est que l'allègement horaire est accordé à des collègues qui ont été malades un temps et dont l'amélioration de l'état de santé justifie un retour au temps plein. Mais du coup, il s'agit de personnes non handicapées. Et dont la maladie ou le handicap évolue. Oui. Positivement, on va dire. Positivement. Psychologiquement et physiquement, comment vivez-vous au quotidien cette surcharge de travail? Est-ce qu'on peut considérer comme une injustice à votre égard? Écoutez, sur le plan professionnel, je dirais que cette surcharge de travail génère une fatigue accrue, une réelle usure. Et sur le plan personnel, elle engendre une angoisse croissante, d'autant que les élèves que j'ai en charge passent le baccalauréat, c'est-à-dire qu'il y a un réel enjeu pour eux, le baccalauréat, et puis le choix de leur orientation après le baccalauréat. Et je dois le dire, je suis obligée de faire le sacrifice de ma vie privée pour parvenir à mener à bien cette charge de travail que l'on m'impose. Vous avez alerté la ministre de l'Éducation nationale, vous avez alerté le rectorat de l'Académie de Versailles, vous avez déposé un recours administratif. Que vous a-t-on répondu jusqu'à présent? Rien. Rien de consistant. Mon avocat attend une date d'audience et j'espère sincèrement qu'elle parviendra dans les limites de cette année scolaire. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Vous êtes présente sur le plateau du Figaro. Quel message vous voulez délivrer à la ministre de l'Éducation nationale, au rectorat de l'Académie de Versailles qui ne vous ont pas répondu? Je réclame l'équité, c'est-à-dire le retour aux 12 heures. Je crois qu'il y a en France un écart, une disparité entre la loi d'un côté et son application. Entre le discours qui est tenu autour de l'intégration de la personne handicapée dans la société, de son insertion en milieu professionnel ordinaire, un écart donc entre la loi, le discours d'un côté, et de l'autre, l'application de la loi. C'est-à-dire que dans la réalité, l'on ne se donne pas les moyens, me semble-t-il, de mettre en place les dispositifs nécessaires qui permettraient à la personne handicapée de s'insérer efficacement et de façon décente. Parce que je crois qu'il y a une dimension non seulement politique, mais morale également dans cette affaire. Si rien ne change dans votre cas, Pascaline Hansrefior, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Combien de temps pensez-vous pouvoir assumer votre charge de travail? Écoutez, que va-t-il se passer pour moi si rien ne change? Je l'ignore, je vis un petit peu au jour le jour. Ce qui me permet de tenir,
c'est l'amour que j'ai pour la philosophie et pour l'enseignement, l'intérêt que je porte aux élèves également, et le soutien de mes collègues. Mais je ne sais pas combien de temps ce ressort pourra fonctionner, parce que nous sommes clairement dans un cas de discrimination. Et je le dis, je le répète, je suis révoltée de voir qu'il n'y a pas de politique du handicap au sein de l'éducation nationale. Alors en plus, votre cas n'est pas un cas isolé. Il y a d'autres personnels enseignants qui vivent des situations similaires. Et c'est aussi en leur nom que vous souhaitiez témoigner aujourd'hui. C'est bien ça? Oui, absolument. Absolument. Je me bats également pour tous ceux de mes collègues handicapés qui se sont vus retirer à tort leur allègement horaire et dont certains ont été obligés de demander un temps partiel, d'autres ont pris un congé maladie et certains donc subissent le temps plein au prix, je dirais, d'un sacrifice à la fois moral et physique. Et puis financier aussi pour absolument. Ceux qui sont contraints de passer à mi-temps. Évidemment, c'est un sacrifice financier qui leur est imposé. Merci beaucoup, Pascaline Hans-Réfior. Je crois que vous souhaitiez dire quelques remerciements aux gens qui vous ont soutenu. Oui, avant de passer aux remerciements, je voudrais très très rapidement pointer quelque chose. Je souhaiterais que l'État français, si vous voulez, soit cohérent. Oui. Entre le discours qui est tenu et la réalité, qu'il serve de modèle aux entreprises, que la fonction publique serve de modèle aux entreprises dont on dit qu'elles ne respectent pas leur quota de personnes handicapées et que l'État français ne s'évertue pas à décourager celles parmi les personnes handicapées qui peuvent travailler un peu, et qui ont le désir, la volonté de participer à l'activité professionnelle de ce pays. Je souhaitais, pour terminer, remercier mes collègues dont le soutien m'est précieux. Je souhaite remercier également mes élèves et, pour finir, l'administration de mon lycée qui est, je dois dire, bienveillante à mon égard. Merci beaucoup. Pascaline Hans-Réfior pour votre témoignage et merci de nous avoir accordé votre confiance et d'être venu jusqu'à nous pour parler de votre situation. Merci à vous, merci infiniment. Beaucoup de courage et que vous ayez un retour positif. Je vous remercie Charlotte Barillon. Bonne journée à vous. Bonne journée.